Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Zeribi. Comme tous les samedis soirs, décryptage, analyse et regard sans concession sur l'actualité de la semaine avec notre éditorialiste Karim Zeribi. Karim, bonsoir. Bonsoir Samira. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de retrouver et de partager ce plateau avec Riyad Belkhadi. Bonsoir Riyad. Bonsoir Samira, plaisir partagé. Bonsoir Karim et bonsoir à tous. Bonsoir Riyad. Alors, comme tous les samedis, donc, nous avons 3 sujets et un fait marquant. Donc, Karim Zeribi, chers téléspectateurs, donc, au sommaire de ce soir, 3 dossiers majeurs qui interrogent la mémoire, le vivre ensemble et la place de l'Algérie sur la scène internationale. Donc, Karim Zeribi, nous commencerons par l'adoption à l'unanimité par le Parlement algérien de la loi criminalisant la colonisation française, un acte souverain, historique et assumé alors même que Paris a déploré cette décision. Nous analyserons la portée politique et mémorielle de cette loi et la persistance d'un discours algérophobe souvent décomplexé dans certains médias français. Toujours le même contexte de l'algérophobie, parce qu'on est attaqué également sur ce plan-là. On va aborder la question du vivre ensemble, de la liberté de conscience et du culte en Algérie, avec un regard sur la relation entre les musulmans et les chrétiens, la garantie de la liberté de culte dans le cadre républicain, la préservation du patrimoine religieux à travers, par exemple, la rénovation de l'église de Notre-Dame d'Afrique, ici dans la capitale, des réalités concrètes qui viennent bousculer et surtout contredire les narrations simplistes et réductrices à l'étranger. Et troisième temps de cette émission, Karim Zeribi, donc c'est le bilan du mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. 2 années marquées par des positions assumées, une diplomatie active et la défense constante du droit international, des causes justes et du Sud global. Nous analyserons donc ce que ce mandat a changé dans l'image, le poids et la crédibilité internationale de l'Algérie. Très bien. On ne sera pas machiste en fin d'émission, on ne va pas mettre Samira de côté, mais l'actualité oblige. On va parler foot en fin d'émission. C'est une thématique et un sport que nous aimons tous les deux, Karim, avec l'émotion que peut apporter ce sport, surtout quand les joueurs portent le maillot national. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment, on a gagné un premier match. On va jouer un match décisif face au Burkina dans quelques heures. Et on finira l'année en parlant foot, si ça vous va. Sacré programme, cette fin d'année. Tout ça, c'est sur Al24 News et c'est tout de suite. D'ailleurs, on va commencer avec le premier sujet. Le Parlement algérien a adopté à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation française. Ce texte qualifie la colonisation de crime d'État et vise à établir donc la responsabilité historique et juridique de l'État colonial français pour les atrocités commises entre 1830 et 1962. Donc, la loi prévoit aussi des mécanismes pour que la mémoire des martyrs soit protégée et que les crimes coloniaux ne puissent jamais être minimisés, tout en interdisant la glorification du colonialisme. On vous laisse regarder cette vidéo, Karim Zeribi, on en parle juste après. Le Parlement algérien a adopté une loi qualifiant la colonisation française de crime d'État et réclamant à la France des excuses officielles. Elle fait porter à l'État français la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et des tragédies qu'il a engendrées. Le texte, adopté à l'unanimité ce mercredi 24 décembre, dresse la liste des crimes de la colonisation française entre 1830 et 1962. Essais nucléaires, exécutions extrajudiciaires, pratique de la torture physique et psychologique et pillage systématique des richesses. Cette mesure symbolique pourrait exacerber les tensions entre la France et l'Algérie, 2 pays en crise diplomatique depuis plusieurs mois. Sacrée loi, n'est-ce pas? Donc, Karim Zeribi, comme vous venez de le voir, l'Algérie dit aujourd'hui haut et fort qu'il est temps que l'impunité des crimes coloniaux cesse. D'ailleurs, quelle lecture faites-vous de cette loi et ce qu'elle représente aujourd'hui pour la mémoire nationale des martyrs algériens? Je veux d'abord vous dire que ce sont des images très fortes que nous venons de voir là. Des images fortes qui font état à la fois d'un acte de souveraineté de la part de l'Algérie, mais un acte de souveraineté dans l'unanimité. L'unanimité de tous les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, qui ont voté, tel un seul homme, donc cette loi criminalisant la colonisation, la torture, les essais nucléaires donc, et bien d'autres choses quant à l'histoire qui lie la France et l'Algérie au cours des 132 ans donc, que nous connaissons. C'est un acte de souveraineté fort qui indique que l'Algérie est maître de son histoire et n'attend pas que ni le pays colonisateur et ni d'autres pays puissent compter l'histoire à sa place. C'est un acte aussi qui est un acte de clarification, qui n'est pas un acte d'hostilité envers la France, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là. D'ailleurs,
J'en veux pour preuve, le président de la République française actuelle a lui-même utilisé des mots très forts pour qualifier cette histoire. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, candidat, En a évoqué 2017. des crimes contre l'humanité concernant l'action de la France en Algérie. Donc, quelque part, cette loi vient se mettre en adéquation avec les mots forts du président de la République française. Et ce n'est en aucun cas ni un acte d'hostilité, ni une provocation, mais un acte de clarification. De clarification pourquoi ? Parce que je crois que, concernant l'histoire entre la France et l'Algérie, on a trop tergiversé. On a du mal à avoir, du côté français, une lecture globale de l'histoire. Et du coup, on reconnaît l'histoire par petits bouts. On fait des pas les uns après les autres. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'à un moment donné, 63 ans après l'indépendance de l'Algérie, il faut un acte fort. Et cette loi vient poser cet acte fort en disant à la France, regardez votre histoire en face. On ne vous demande pas de faire acte de repentance aujourd'hui. On vous demande de faire acte de reconnaissance de l'histoire qui nous lie, qui lie nos deux pays. Et encore une fois, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les Français sont mal à l'aise. Les Français d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, le régime politique français d'aujourd'hui, à reconnaître l'ignominie du régime colonial, de cette France coloniale. Or, la Je vais France... vous poser cette question, mais vous la posez à vous-même. Pourquoi la France est tellement gênée d'avouer que, en Algérie, pendant 130 ans, il y a eu des crimes contre l'humanité? Est-ce que la France a honte? La France ne veut pas regarder les pages sombres de son histoire. Elle ne veut évoquer que les pages lumineuses. Or, elles existent, les pages lumineuses. Mais il y a une tâche dans l'histoire de France. C'est les 132 ans de colonisation. Avec la torture, avec l'ignominie, les villages dévastés, les femmes violées, les familles qui ont subi des enfumades dans des grottes, ce qui a donné des idées aux nazis quelques décennies après. Je le rappelle quand même, les historiens le disent, des historiens français, des historiens algériens, les historiens sont d'accord à ce niveau-là, que les choses soient claires. La France, arrivée en Algérie, a commis un génocide. 1 million d'Algériens, au cours des 40 premières années de la présence en France en Algérie, donc qui n'étaient plus. Le but était d'effacer une civilisation pour s'installer. Pour la faire remplacer par une autre. La réalité, c'était une colonisation violente. C'était une colonisation de peuplement. Il fallait qu'un peuple, le peuple français en l'occurrence, remplace le peuple algérien. Il fallait donc éradiquer le peuple algérien. Et pour ceux qui n'étaient pas éradiqués, ils vivaient sous le code de l'indigénat. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas un sous-citoyen. Je veux dire, vous êtes, je dirais, considéré comme, je dirais, moins que rien. Donc vous n'avez droit à rien. Vous n'avez pas le statut de citoyen, vous êtes considéré comme un musulman analphabète qui n'a pas droit à la scolarité, je veux dire, et on pille vos ressources, vos richesses, vos maisons, vos campagnes, donc vos terres. C'est ça la colonisation. Et je ne comprends pas. C'était écrit sujet français pour les Algériens. Je ne comprends pas que la France aujourd'hui, dans une volonté de regarder devant, ne puisse pas mettre un terme, je dirais, à cette forme de reniement. La France renie son histoire en ne la regardant pas en face. Et je dirais que ça la poursuivra de manière permanente tant qu'un président de la République et un gouvernement ne fera pas ce travail de reconnaissance, je dirais plein, entier, global, pour reconnaître l'histoire, il y aura une difficulté à se projeter dans une relation sereine entre la France et l'Algérie. Et je ne dis pas ça, encore une fois, de gaieté de cœur. Je suis franco-algérien et je veux que ces deux pays puissent ouvrir une nouvelle page. Mais pour ouvrir une nouvelle page, pour tourner une page, il faut être capable de lire la précédente. Et aujourd'hui, cette lecture, elle n'est pas présente du côté français. Donc, les parlementaires algériens, souverains, ont décidé de poser un acte fort, qui est celui de la loi, et qui dit aux Français, si vous voulez que nous parlions désormais de l'histoire, il faudra en parler en ces termes, et ne plus rien nier, reconnaître la totalité. Et encore une fois, ça n'est pas incriminer les Français d'aujourd'hui, ça n'est pas les traités de colons aujourd'hui, c'est d'expliquer que le régime colonial hier était une ignominie que la France doit reconnaître. Très bien, avec cette France qui refuse de regarder son passé en face et le Parlement algérien qui vote la loi criminalisant le colonialisme français à l'unanimité, peut-être comment cela va impacter les relations entre la France et l'Algérie qui sont déjà tendues depuis quelques mois? Ça ne doit pas compliquer les relations. C'est un acte de clarification. Ce n'est pas un acte de tension qui a été posé par l'Algérie. C'est un acte de clarification. C'est vu comme une initiative hostile de la part des Français aujourd'hui.
par les nostalgiques de la colonisation française. Je vous rappelle quand même que dans l'Assemblée nationale française et dans la classe politique française, il y a des descendants, je dirais, de fondateurs de l'OAS. Mais c'est Jean-Noël Barrot qui a qualifié d'initiative hostile aujourd'hui. Jean-Louis Barrot, il doit tenir compte aussi, je dirais, des fragilités de son gouvernement, des fragilités de la classe politique française aujourd'hui dans les équilibres et les rapports de force. Il y a un parti qui s'appelle les Républicains qui a versé ces derniers temps dans une forme d'extrême droitisation. Et donc Jean-Noël Barrot, en utilisant le mot hostile, donne le sentiment qu'il va calmer cette meute. Mais globalement, je suis convaincu que Jean-Noël Barrot et d'autres sont conscients que l'Algérie est légitime dans sa démarche. Et encore une fois, elle est légitime sans que ce soit considéré comme un acte d'hostilité. La clarification n'est jamais hostilité. Vous savez, regardez la réalité et la vérité de l'histoire en face, je ne vois pas en quoi c'est un acte d'hostilité. Je ne vois pas d'acte d'hostilité dans la démarche algérienne. Encore une fois, c'est un acte législatif, souverain, propre à l'Algérie. Cette histoire de se transmettre, elle a été niée en France pendant des décennies. Moi, j'ai été scolarisé en France. Je peux vous dire que gamin, il n'y avait rien sur l'histoire entre la France et l'Algérie. Rien sur la colonisation. Aucune trace. Rien. Comme si tout s'était bien passé. Je suis enfant issu de l'immigration algérienne. Est-il normal que je ne puisse pas connaître, par l'école républicaine française, l'histoire de mes ancêtres, de mon pays d'origine? Et que ce soit pour moi ou pour d'autres qui ne soient pas concernés, l'histoire de France doit être regardée en face avec vérité et transparence. L'histoire reste l'histoire. D'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, c'est la même histoire, on ne la réécrit pas comme ça nous arrange, que ce soit de ce côté ou de l'autre. Il faut, comme vous dites, assumer et regarder la vérité en face. Alors, vous parliez de détracteurs tout à l'heure. Certains prétendent que les accords d'Évian, dans les accords d'Évian, l'Algérie ne pouvait pas légiférer comme les parlementaires algériens, qui sont les représentants du peuple, l'ont fait il y a quelques jours. Écoutez, j'ai vu passer ça toujours sur la même chaîne qui essaye de disqualifier l'Algérie et qui a utilisé le terme Algérie 24 000 fois, plus de 24 000 fois. Une chaîne dont j'ai été chroniqueur, un opposant, donc avec qui a créé une police de la bûche avec un intervenant qui s'appelle Xavier Driancourt, qui a passé 8 ans en Algérie, mais qui verse sa haine, son fiel, sur tous les plateaux, à chaque fois qu'il peut le faire. Et là, il l'a fait en expliquant que les accords d'Évian ne permettaient pas à l'Assemblée populaire nationale algérienne de légiférer, ce qu'il faut. Vous savez ce que disent les accords d'Évian? Les accords d'Évian disent que l'Algérie ne peut pas revenir pour criminaliser, poursuivre les Français, les militaires français pour la période 54-62. Or, l'histoire entre la France et l'Algérie, ce n'est pas 8 ans, c'est 132 ans. Et même si, dans les accords d'Évian, vous mettez entre parenthèses ces 8 ans, dont on a le droit de compter l'histoire, sans qu'il y ait de poursuite, certes, mais pour le reste, on ne dit rien, on n'en parle pas. Et la conquête, on n'en parle pas. Et le régime colonial, on n'en parle pas. Et la manière dont les Algériens étaient traités, on n'en parle pas. Et les essais nucléaires. Vous pensez que les essais nucléaires, dans les accords qui ont été signés, donc les accords d'Évian qui autorisaient des essais nucléaires, donc 17 essais nucléaires ont été portés entre 62 et 66, vous pensez que les essais nucléaires, vous pensez que les essais nucléaires toléraient la contamination? Vous pensez que l'Algérie a signé un document qui disait que les essais nucléaires pouvaient empoisonner des villages, des populations entières? Qu'on n'avait pas le droit d'avoir la cartographie des enfouissements, des zones d'enfouissement. Mais les accords d'Évian ne disent pas ça. Les accords d'Évian autorisent les essais nucléaires, mais de manière corrélée, l'Algérie a le droit de demander une décontamination, a le droit de demander la cartographie des sites d'enfouissement, a le droit de demander des réparations financières sur ces sites nucléaires qui ont détruit l'environnement, mis à mal des vies humaines. À un moment donné, il faut dire la vérité, les accords d'Évian, on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. Autoriser les accords d'essais nucléaires n'était pas dénué, je dirais, d'une démarche française donc pour nettoyer ces zones, pour les décontaminer, pour expliquer aux Algériens où les essais avaient été faits, qu'est-ce qui avait été enfoui, à quel endroit. Mais tout ça n'a pas été fait. Ça n'a jamais été fait. Et la loi. Et c'est ce que disent les parlementaires algériens. Justement, la loi énumère des crimes imprescriptibles commis pendant la colonisation. Elle inclut également une interdiction de glorifier le colonialisme ou de justifier ses pratiques, c'est-à-dire un crime reste un crime. En droit, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles, en droit international.
Donc vous pouvez signer quelque accord que ce soit que vous voulez, ces crimes sont imprescriptibles. Donc quelque part, ceux qui aujourd'hui tentent d'échapper à la réalité, à regarder la vérité de l'histoire en face, donc se trompent. Ou font, encore une fois, état d'un argument qui est issu d'une malhonnêteté intellectuelle, donc en essayant de diffuser une information mensongère ou fausse. C'est une habitude chez Xavier Driancourt depuis plusieurs années maintenant. Mais la réalité, encore une fois, c'est que les Algériens ne disent pas qu'ils vont saisir quelques cours internationaux au moment où on se parle. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ce qui se passe là dans la relation entre la France et l'Algérie, pourquoi la France a autant de mal à reconnaître son histoire, alors que d'autres pays européens l'ont fait avec des pays colonisés? Je pense aux Pays-Bas avec l'Indonésie, je pense à l'Italie avec la Libye, je pense à la Grande-Bretagne avec le Kenya, et je pense enfin à l'Allemagne, à la fois avec la Namibie et à la fois avec Israël. Et Israël avait légiféré pour poursuivre l'Allemagne, pour que l'Allemagne indemnise financièrement, qui est une réparation qui a coûté des centaines de millions d'euros. Donc la réalité, c'est que la question de la réparation, elle n'est pas taboue en Europe. Pour d'autres pays colonisateurs dans l'histoire, elle est taboue pour la France. Encore une fois, la France est j'allais dire, un cas d'école dans le mauvais sens du terme. Parce que l'Allemagne reconnaît les actes odieux de sa colonisation. La Grande-Bretagne reconnaît les actes odieux de sa colonisation. L'Italie les reconnaît. Donc les Pays-Bas le reconnaissent. Pourquoi la France ne le reconnaîtrait pas? Mais d'où vient cette difficulté? Pourquoi cette volonté de nier l'histoire, de ne pas la regarder en face, quand d'autres pays européens l'ont fait? Certains glorifient même sans repentance aucune. Certains glorifient encore maintenant, en 2025. À l'image d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, par exemple, glorifie la colonisation. Il ne la glorifie pas, il dit que ça n'est pas un crime. Et c'est une faute politique de la part d'Édouard Philippe. Ça n'est pas digne d'un candidat à la présidentielle. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe vient, je dirais, de la famille de la droite républicaine, gaulliste. Mais le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Il n'y a plus rien de gaulliste chez ces gens-là. Ils sont dans une forme de course derrière le Rassemblement national. C'est à celui qui ira chercher l'électorat le plus extrémiste. Mais je pense qu'Édouard Philippe n'est pas sincère quand il dit ça. Quand vous êtes un candidat à la présidentielle et que vous osez dire que la colonisation n'est pas un crime, alors que la colonisation, dans les statuts des Nations Unies, dans les résolutions qui ont été portées, avant même l'indépendance de l'Algérie, après l'indépendance de l'Algérie, il y a des actes forts qui sont portés par le droit international sur la colonisation. Colonisation dont découlent des crimes, l'ignominie, le traitement déshumanisé des populations. Ce n'est pas la colonisation en tant que telle qui est un crime, c'est tout ce dont elle génère, la colonisation. Et c'est de ça dont il faut parler. Et c'est de ça dont les parlementaires algériens ont parlé. De ce qu'est la colonisation, je dirais dans sa dimension la plus sauvage. La plus sauvage. Et quand je vois que sur les plateaux français aujourd'hui, parfois pour traiter ou pour évoquer des jeunes de banlieue qui auraient des comportements anormaux, certes, donc on parle d'ensauvagement de la société française. Ce n'était pas l'ensauvagement, le régime colonial? C'était un régime républicain, donc noble, universaliste, respectueux des populations autochtones? Non, mais de qui se moque-t-on? Soyons sérieux. Si on veut prendre de la hauteur, ben on écoute aussi les historiens français, qui, dans l'immense majorité, aujourd'hui, reconnaissent la colonisation, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre. Au moment de la guerre 54-62, les forces françaises sont comportées de manière scandaleuse, en torturant des villages entiers pour les faire parler. Oui, on a eu raison de criminaliser la colonisation. Oui, la France doit regarder son histoire en face. Oui, et c'est un Français qui vous le dit, certes d'origine algérienne. Mais un Français quand même. Alors pour terminer, 20 minutes déjà pour cette premier sujet. À votre avis, cette loi, quel est pour vous le message principal envoyé par l'Algérie à la communauté internationale et à la France? Elle dit à la France, cette loi, si nous devons réamorcer, réchauffer nos relations, nous devons le faire avec franchise, avec une démarche de clarification.
sans instrumentaliser donc, nos sujets tels des enjeux de politique intérieure. Ce n'est pas une mince affaire, la colonisation française en Algérie. Ce n'est pas un petit sujet qu'on balaye d'un revers de main. Donc, et encore une fois, j'en terminerai sur cette première partie en reprenant les termes d'Emmanuel Macron, le président français. Crime contre l'humanité. La France, en Algérie, a commis des crimes contre l'humanité. Signé Emmanuel Macron. Les Algériens, à l'Assemblée populaire nationale, n'ont fait qu'entériner la vision du président de la République française, qui doit passer aux actes et qui doit être dans une reconnaissance pleine et entière de l'histoire. Donc nous quittons le terrain législatif pour aborder un autre front, Karim Zeribi, celui des représentations et des narrations médiatiques, car pendant que l'Algérie assume son histoire et affirme sa dignité nationale, certains discours en France donnent lieu à des campagnes de désinformation et d'algérophobie décomplexées entre exagération, amalgame et contre-vérité, notamment autour de la question religieuse et du vivre ensemble en Algérie. D'ailleurs, nous allons ouvrir ce deuxième dossier, n'est-ce pas, Riyad ? Tout à fait. Nous allons analyser ce décalage entre la réalité et le narratif médiatique en France, notamment rappeler un fait à l'appui, ce qu'elle est réellement la liberté de culte en Algérie, loin des caricatures et des fantasmes. Tout à fait. Donc aujourd'hui, Karim Zeribi, l'algérophobie se décomplexe en France, comme nous l'avons vu à travers de nombreux médias, notamment un média précisément. Donc elle se manifeste par des campagnes de désinformation relayées par certains médias qui inventent ou exagèrent des faits, comme la pseudo-traque aux bûches de Noël, prétendue persécution des chrétiens en Algérie et bien d'autres exemples infondés. Or, la vérité est tout autre. L'Algérie garantit la liberté de conscience et de culte, préserve tous les lieux de culte et valorise son patrimoine religieux, comme le montre la cathédrale ou la rénovation de la cathédrale du Sacré-Cœur et d'autres sites historiques. D'ailleurs, Karim Zeribi, aujourd'hui, c'est à la Jordan Bardella que je vous pose la première question de ce sujet. Donc, où est-ce qu'il trouve toute cette énergie pour inventer tout ça ? Écoutez, je crois que vous posez un sujet qui est sérieux. Les relations, je dirais, entre l'Algérie et les chrétiens. L'Algérie et la chrétienté. C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi sur les plateaux de télé français. Ouais. Le débat, qui n'en est pas un d'ailleurs, et qui est ridicule sur les bûches de Noël qui seraient traquées dans les pâtisseries algériennes alors qu'on en trouve partout. Donc moi j'arrive à Alger, je débarque, je rentre dans le premier hôtel, je vois un sapin de Noël. Donc avec les Pères Noël déguisés. Je vois des enfants qui courent et qui sont dans une atmosphère de fête. Donc, certes, dans une ambiance majoritairement païenne, puisque ce n'est pas une fête musulmane, Noël, mais Noël est fêté, donc, avec un état d'esprit joyeux. Donc, quand j'entends les âneries que j'entends de l'autre côté de la Méditerranée, ils me font pitié. Je n'ai même pas envie d'y répondre. En revanche, le sujet que vous portez est sérieux. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui permet aux chrétiens de s'épanouir en Algérie, de pratiquer leur religion au nom de leur liberté de conscience? Parce que l'Algérie, contrairement à la France, n'est pas édictée par des principes de laïcité. Donc, d'ailleurs, c'est un modèle qui est très rare dans le monde, le modèle laïque français. Mais pour autant, les chrétiens en Algérie ont droit de citer. Et il faut le rappeler. Parce que là aussi, on entend tout et n'importe quoi. Et je veux, pour preuve, vous donner 3 à 4 exemples, très rapides. Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, cardinal de Rome, qui est algérien. Jean-Paul Vesco, algérien, qui est devenu algérien sous la présidence du président Tebboune, qui lui a remis un passeport vert et qui en a fait un membre de la communauté nationale algérienne. Si vous êtes hostile aux chrétiens, vous ne faites pas membre de la communauté nationale algérienne, Jean-Paul Vesco. Premier exemple. Deuxième exemple, vous l'avez dit, la rénovation de Notre-Dame d'Afrique. Rénovation avec l'autorisation et, je dirais, le soutien des autorités algériennes. Ça veut dire que les autorités algériennes, sur les infrastructures cultuelles, le culte, je veux dire Notre-Dame d'Afrique, symbole très fort donc des chrétiens en Algérie, et à Alger notamment, puisque ça surplombe Alger-la-Blanche. Donc l'Algérie a autorisé et contribuera donc à la rénovation. Donc respect pour les chrétiens. Troisièmement, le président Tebboune, lors de son déplacement en Italie, reçu en grande pompe par Giorgia Meloni et par le président italien, a été reçu au Vatican. Je vous le rappelle. Vous pensez que le pape va recevoir un ennemi de la chrétienté? Vous pensez que le pape va faire honneur au président algérien donc, en l'accueillant comme, je dirais, un ami?
un ami, je dirais, dans la coexistence donc des religions, entre chrétiens. Il le veut de de visiter l'Algérie. L'Algérie bientôt. Et ensuite, le même pape, dans un voyage officiel, dans l'avion, donc fait une confidence au parterre de journalistes présents en disant « Je veux effectuer un de mes premiers voyages en Afrique. Et si j'effectue ce premier voyage en Afrique, je veux que ce soit en Algérie. » Et là, les journalistes, surpris, « Pourquoi, monsieur le pape, donc, en Algérie ?» L'Algérie, c'est Saint-Augustin. C'est une des têtes pensantes, c'est un grand penseur de la chrétienté. Et je veux aller me recueillir sur la tombe de Saint-Augustin. Et je veux aller rencontrer les chrétiens d'Algérie. Et je veux aller rencontrer les Algériens musulmans. Parce que je pense que l'Algérie est un pays avec lequel on doit aussi tisser des relations de coexistence, donc entre musulmans et chrétiens. Et vous pensez que ça signifie que l'Algérie est un pays qui n'est pas accueillant pour les chrétiens? Mais soyons sérieux. Moi, j'ai rencontré Jean-Paul Vesco, moi, Karim Zeribi. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Vous me posez la question, vous posez le sujet, je ne savais pas comment nous allions l'aborder. Je l'ai rencontré à Alger. Jean-Paul Vesco a des mots très durs sur le sujet précédent, en disant que la France est un abuseur qui abuse de ne pas reconnaître l'histoire. Un abuseur qui abuse de ne pas reconnaître l'histoire. C'est Jean-Paul Vesco, ce n'est pas Karim Zeribi qui le dit. C'est l'archevêque, le représentant des chrétiens. Dans un moment où certains veulent cristalliser le choc des civilisations, l'Algérie est un pays musulman qui peut démontrer et qui doit démontrer que le dialogue avec les chrétiens est un dialogue fructueux, est un dialogue positif, est un dialogue de respect. Alors juste après la pause, on va parler de cette peut-être stratégie pour rendre aux yeux du monde l'Algérie un pays hostile aux chrétiens. On en parle juste après la pub. Bienvenue sur Al24 News pour cette deuxième partie de Face à Zeribi. Donc avant la publicité, nous parlions du sujet, donc relations chrétiens-musulmans ici en Algérie, donc Karim Zeribi. Pendant que ces polémiques sont montées de toutes pièces, l'Algérie garantit la liberté de conscience, protège les lieux de culte et préserve tous les patrimoines religieux. Est-ce que nous ne sommes pas face à une stratégie médiatique qui fabrique une image hostile de l'Algérie en ignorant volontairement les faits? On est dans une guerre de la communication. Cette guerre de la communication, elle est composée de fake news. Et de mensonges permanents. Et on voit bien que les mensonges se succèdent, donc les uns après les autres. On veut faire de l'Algérie un pays qui crée de l'hostilité à l'égard de la France, à l'égard de ses voisins, à l'égard je dirais, l'ensemble de la Méditerranée ou de l'Europe. Or, tout ça est totalement faux. L'Algérie s'entend remarquablement bien avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Portugal, avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec la Slovénie, avec la Grande-Bretagne, avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, avec les États-Unis. Je veux dire, donc la liste est longue. Donc la réalité, c'est que l'Algérie a un problème avec la France. Et c'est plutôt la France qui a un problème avec l'Algérie. Pardonnez-moi l'expression, mais je crois qu'il faut regarder les choses dans l'autre sens. Et la France a un problème avec l'Algérie de par ses éditorialistes, de par une partie de sa classe politique. Vous savez que j'essentialise jamais. Moi, je ne mets pas toute la classe politique française dans le même sac. Il y a une partie de la classe politique française qui est hostile à l'Algérie. Il y a une partie des éditorialistes français qui sont hostiles à l'Algérie. Il y a une partie des médias français qui sont hostiles à l'Algérie. Ils font beaucoup de bruit. Ils racontent très souvent n'importe quoi. Et l'anecdote sur les bûches de Noël est risible, est tellement ridicule. L'Algérie ferait la chasse aux bûches de Noël. Je ne sais pas si on imagine de comment quelqu'un peut dire quelque chose de ce niveau à une heure de grande écoute. L'Algérie serait hostile aux chrétiens, alors qu'il y a un lieu de culte à Oran, à Annaba, à Alger. Donc, là où il y a des chrétiens en Algérie, il y a des lieux de culte. Lieux de culte entretenus par l'Algérie, avec des fonds d'État, des autorisations d'État, avec un archevêque qui ne cesse de parler de l'Algérie positivement. Un archevêque, le représentant des chrétiens, que faut-il de plus? Que faut-il de plus? Finalement, je me pose la question, est-ce que ceux qui parlent de la sorte en France sont des chrétiens? Est-ce que ce sont de véritables chrétiens?
Parce que leur parole n'est pas très chrétienne, hein, pardonnez-moi. C'est une parole guerrière, c'est une parole qui ne donne pas l'impression d'aimer son prochain. Donc, or, vous avez l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, qui n'a que des mots positifs à la bouche concernant l'Algérie, et des mots durs sur la France, et sur certains Français. Prenez... Il est dur avec la posture de la France. Mais très dur avec la posture de la France, très dur avec la non-reconnaissance historique de la France, très dur avec Bruno Retailleau dont il disait qu'il jetait de l'huile sur le feu, très dur avec ceux qui aujourd'hui veulent réanimer une forme de rancœur, d'une nostalgie perdue. Très dur avec ceux-là. C'est dans une interview dans le journal La Croix, un journal chrétien. Bien sûr, bien sûr. Donc on a, je dirais, le plus grand témoin des chrétiens, qui est du côté de l'Algérie. On a le pape. Le pape, c'est le représentant des chrétiens dans le monde. Encore une fois, on a quand même des acteurs majeurs qui veulent nouer des relations avec l'Algérie, qui parlent positivement de l'Algérie. Donc, je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance, je dirais, à ces éditorialistes de caniveau. De caniveau. J'assume mes mots, j'assume mes termes. Ce n'est pas de haut niveau, c'est de caniveau. Vous savez, c'est en dessous du niveau. Donc, et ces gens-là, si on leur accorde trop d'importance, ben on va leur donner de l'audience, on va leur donner, je dirais, du buzz. Et c'est ce qu'ils recherchent. Et rentrer en conflit permanent frontal avec l'Algérie. Donc ne tombons pas dans le panneau. Donc disons la vérité, ça c'est notre rôle, donc, dans une guerre communicationnelle. Pas dire la vérité, rétablir la vérité. Parce que ceux qui font de la peine, c'est les téléspectateurs français qui n'ont pas droit à la vérité. Là où j'ai un désaccord avec vous, vous me pardonnez, donc il faut de temps en temps en faire état de nos désaccords. Moi je veux dire la vérité. Si je contredis les autres, c'est que je cours derrière. Je ne veux plus que l'Algérie court derrière personne en communication. Je veux que l'Algérie dise ce qu'elle est. Je veux que l'Algérie dise ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'il nous faut des organes de communication de vérité. Nous les avons. Il faut aujourd'hui les développer à l'échelle internationale. On ne peut pas laisser les gens parler de l'Algérie négativement sans que nous puissions aujourd'hui dire ce que l'Algérie est en réalité, de l'intérieur. Et tous les Français, permettez-moi de le dire, et je pèse mes mots, tous les Français qui viennent visiter l'Algérie, parce qu'ils ont un ami algérien, parce que quelqu'un les a amenés en Algérie, repartent, mais avec un enthousiasme qui est considérable, surpris de l'hospitalité algérienne, surpris de la générosité algérienne, surpris de voir qu'un Algérien modeste partage ce qu'il a, qu'un Algérien est capable d'être à l'écoute, en solidarité d'un touriste qui chercherait son chemin, qui voudrait connaître l'Algérie. Un Algérien servira de guide pour faire parler de son pays. Cette hospitalité, cet accueil aujourd'hui. Donc tout un chacun qui vient en Algérie le reconnaît, qu'il soit français ou pas. Donc la réalité, c'est qu'il ne faut pas que nous puissions être toujours et encore dans la contradiction des mensonges et des fake news. Il faut que nous puissions impulser une communication vraie, authentique, offensive sur ce qu'est l'Algérie, sur ce que sont les Algériens. C'est-à-dire des gens ouverts sur le monde, ouverts sur l'universel. L'Algérie n'est pas un pays recroquevillé. L'Algérie n'est pas un pays fermé. Bien sûr que l'Algérie protège ses frontières, et encore heureux. Très bien, on passe au troisième sujet, Karim Zeribi. Donc après ces éléments sur la perception extérieure de l'Algérie et la manière dont certains médias tentent de déformer son image, nous changeons d'échelle pour passer du narratif médiatique à la réalité diplomatique, car pendant que certains construisent des récits biaisés, l'Algérie, elle agit sur la scène internationale et son action s'est illustrée de manière forte au Conseil de sécurité de l'ONU, donc où elle a assumé un mandat marqué par la défense du droit international et des causes justes. Nous allons maintenant donc prendre de la hauteur et analyser ce que ce mandat a changé dans le rapport de force diplomatique, mais aussi dans la place de l'Algérie au sein du système multilatéral. Donc ce mandat a consacré le retour de l'Algérie comme acteur pivot dans des équilibres diplomatiques, notamment sur les grandes causes internationales. En quoi cette expérience au Conseil de sécurité a-t-elle consolidé la place de l'Algérie comme puissance de médiation, de stabilité et de droit international dans un système mondial en fragmentation ? Vous savez, il y a 15 pays qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont 5 ont le droit de veto et 10 n'ayant pas le droit de veto. Et tous les 2 ans, sur les 10 pays n'ayant pas le droit de veto, il y a un renouvellement. Et l'Algérie vient de voir ces 2 ans s'écouler donc à cette fin de mois de décembre. Et durant 2 ans, nous avons un diplomate qui a été, je dirais, rayonnant, qui a fait parler de lui sur la scène internationale, qui s'appelle Ammar Benjama, et qui a porté la voix de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette voix, elle s'est articulée autour de 3 axes très forts. D'abord, donner de la voix sur les sujets d'actualité. Il y a eu plusieurs sujets d'actualité, qui demeurent d'ailleurs.
dramatiquement, qui sont loin d'être réglés. Je pense à la Palestine, je pense au Soudan, je pense aux conflits armés en Afrique, donc, qui font des centaines et des milliers de morts. Donc sur la Palestine, l'Algérie a porté une voix forte, du premier jour au dernier. Et elle continuera de le faire, en tant que membre des Nations Unies. Certes, plus membre du Conseil de sécurité, mais en tant que membre des Nations Unies. Et l'Algérie a une parole qui n'a jamais varié, qui est dans la continuité de son histoire, mais qui est dans la continuité aussi du respect du droit international. Et c'est ça qu'a fait valoir Ammar Benjama, ce diplomate, je dirais, féru, très expérimenté, à la table du Conseil de sécurité. Pendant 2 ans, il s'est opposé à tous ceux qui ont hésité, qui ont fait un pas en avant, 2 pas en arrière, qui étaient dans des balbutiements, qui n'osaient donner de la voix pour ne pas décevoir telle ou telle puissance. L'Algérie n'en a eu que faire. Elle a dit du premier jour au dernier que l'autodétermination du peuple palestinien était non négociable, qu'il fallait un cessez-le-feu dès les premiers jours, que la réponse était disproportionnée, honteuse, lamentable, inacceptable, que Gaza devait être palestinienne, que la Cisjordanie devait être palestinienne, que les expropriations, que la colonisation devait cesser. Et l'Algérie a dénoncé en permanence, en portant des résolutions à la table du Conseil de sécurité. Elle a été exemplaire en la matière, comme d'autres pays l'ont été, qui ont été membres du Conseil de sécurité ou qui ne l'étaient pas. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Afrique du Sud, je pense à la Slovénie, je pense à la Belgique, et d'autres sont venus ensuite dans la roue. Deuxième démarche, donc à la table du Conseil de sécurité, c'est un sujet de réforme des Nations Unies. L'Algérie porte depuis plusieurs années l'idée que les Nations Unies, créées en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale et qui remplaçaient la Société des Nations, devaient être réformées, que nous sommes en 2025 et que 2025 a fait évoluer le monde dans lequel nous vivons, les relations géopolitiques, et qu'on ne peut plus avoir un Conseil de sécurité et des Nations Unies plus globalement organisés tel que nous l'avons fait en 1945, avec une place plus forte, prépondérante pour le continent africain. On en revient encore à l'Algérie, leader du continent africain. Vous savez, cette cohérence à laquelle j'appelle en permanence. L'Algérie leader du continent africain sur le plan diplomatique, l'Algérie leader du continent africain sur le plan mémoriel, l'Algérie leader du continent africain sur le plan économique. L'Algérie se pose effectivement en pays leader du continent africain pour tirer l'Afrique vers le haut, vers plus de souveraineté, vers plus, je dirais, d'indépendance, vers un continent qui doit aujourd'hui trouver sa place pleinement dans les rapports, je dirais, de force des blocs à blocs dans le monde. Et le troisième sujet, c'est un sujet que l'Algérie porte toujours et encore, c'est un sujet contre les injustices au sens large. Les injustices au sens large qui doivent permettre au droit international d'être saisi, qui doivent permettre donc au cours international de justice, qui doivent permettre aux ONG de faire leur travail aussi, aux ONG. Sans les ONG, on ne saurait pas ce qui se passe sur de nombreux théâtres de guerre et de conflits dans le monde. Donc l'Algérie renforce ce travail, le respecte, donc, avec la protection des journalistes que vous êtes sur les théâtres de conflit. Et on sait qu'à Gaza, c'est plus de 200 journalistes qui ont été tués. Qu'on salue en fin d'année, parce que je pense que la Palestine, c'est peut-être le pays qui a perdu le plus de journalistes dans le monde, alors que dans certaines grandes nations occidentales dites, et je mets de gros guillemets, démocratiques, on occulte cette perte énorme pour la liberté d'expression, la liberté de montrer au monde ce que certains veulent cacher ou détourner le regard. Alors, vous parlez de l'action de l'Algérie, Karim Zeribi, l'action de l'Algérie qui s'est inscrite dans la continuité de son héritage diplomatique et de son histoire personnelle révolutionnaire, dans l'alignement, souveraineté des peuples sur leur territoire et leur autodétermination, dialogue, solidarité. Comment ce mandat, puisqu'on en est au bilan, a-t-il permis de réactualiser cet héritage historique pour l'inscrire dans des enjeux du monde contemporain multipolaire, recomposition stratégique et nouvelle conflictualité? Je rajouterai un point, Riyad, dans la continuité de ce que vous évoquez, qui est fondamental dans la position algérienne sur la scène internationale. C'est le refus des ingérences étrangères. Oui. L'Algérie, sur ces questions-là, elle est dans une position qui n'est non négociable.
Il y a l'autodétermination des peuples, vous avez raison. Il y a le respect du droit international à l'évidence, le refus de la colonisation, des expropriations, je dirais de la domination. Mais il y a le refus de l'ingérence. L'Algérie ne fait jamais ingérence, dans aucun conflit. Lorsque l'Algérie se prononce, c'est pour apporter, je dirais, un concours de médiation, pour que des gens qui ne se parlent plus, qui font parler les armes, puissent se remettre autour de la table. C'est seulement pour ça que l'Algérie intervient. Elle l'a fait au Sahel, elle l'a fait sur d'autres théâtres dans le monde, Iran, Irak, à une époque. Libération d'otages américains, l'Algérie a toujours été une force de médiation, jamais une force d'ingérence. Mais elle demande en contrepartie la même chose, la réciprocité algérienne. La réciprocité, c'est un principe qui est intangible. Et c'est ce qui a été porté au Conseil de sécurité. Durant plus de 2 ans, c'est ce qui a toujours été porté. Vous savez, en Algérie, il y a 2 piliers dans la société algérienne. Il y a l'armée nationale, populaire, algérienne, qui est un pilier de défense, un pilier de souveraineté. Et il y a la diplomatie, qui est une voie pour la paix, une voie pour le dialogue, une voie pour que les peuples puissent discuter, se rapprocher, sans faire parler les armes. Si cette voie menée à son terme est épuisée, alors effectivement, si demain l'Algérie était attaquée, menacée, elle ferait parler son 2e pilier. Parler de la voie diplomatique, pardon, je vous coupe. Et depuis l'arrivée du président Tebboune, cette voie, elle porte encore plus fort et encore plus loin. Je ne sais pas quel est votre avis, mais c'est la réalité. Il est évident que force est de constater qu'avant l'arrivée du président Tebboune, nous n'avions plus de voix sur la scène internationale et nous savons pourquoi. Que nous n'avions plus de président depuis plusieurs années. Donc, en réalité, plus de voix avec une forme d'absence et de disparition de l'Algérie sur la scène internationale. Donc l'Algérie ne peut pas simplement être représentée par des diplomates, aussi brillants soient-ils, aussi compétents soient-ils. Il y a une voix qui est celle du président de la République, qui est fondamentale. D'abord parce qu'il donne une direction, il donne une impulsion, et puis quand vous allez voir Vladimir Poutine, c'est le président de la République qui doit le voir. Quand vous allez voir Donald Trump, c'est le président de la République. Quand vous parlez à Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Et qu'à un moment donné, on ne veut pas inventer, je dirais, une stratégie de remplacement. Ça ne marche pas. Et malheureusement, l'Algérie a à un moment donné été pénalisée par cette absence de représentativité, de représentation, de légitimité démocratique, politique. Là, le président Tebboune est arrivé en 2019, donc il a effectivement réamorcé des contacts avec des pays avec lesquels nous n'en avions moins. Il a aussi dit des vérités. Peut-être qu'il n'était pas toujours agréable à entendre pour certains, mais qu'il fallait quand même énoncer. Quand vous êtes un pays, vous avez des accords et des désaccords, il faut les faire entendre. Et toujours dans une démarche, encore une fois, de dialogue et pas de confrontation, pas de conflictualité, pas de tension stérile. L'Algérie, c'est la puissance de son appareil militaire. On n'a rien à prouver de ce côté-là. Et même d'ailleurs, les adversaires potentiels de l'Algérie le savent. Mais l'Algérie est d'abord, toujours, encore dans une démarche diplomatique. Et elle l'a démontré au Conseil de sécurité avec la voix d'Ammar Benjama. C'est pour ça que ce sont 2 années qui vont marquer aussi, je pense, la place de l'Algérie sur la scène diplomatique. Il va falloir poursuivre, même si on n'est plus au Conseil de sécurité des Nations Unies, à donner et à porter la voix pour le droit international contre les injustices. Donc, Karim Zeribi, après la diplomatie, comme l'a dit mon collègue Riyad, la scène internationale prend une autre dimension, celle du sport, du sentiment national et de l'unité populaire, car l'Algérie, c'est aussi l'émotion, le football. Vous êtes footballeur d'ailleurs, il faut le rappeler. Et également cette capacité à rassembler autour de l'équipe nationale. Ici, comme dans la diaspora, nous allons à présent nous tourner vers la CAN qui se tient actuellement au Maroc, la dynamique des Verts et l'engouement des supporters. Donc une autre forme de rayonnement, mais toujours la même fierté, celle d'un pays présent, confiant et tourné vers l'avenir. Donc après ce premier succès des Verts en ouverture de la CAN, on sent peut-être une dynamique qui dépasse les simples résultats sportifs, mobilisation populaire, confiance retrouvée, cohésion du groupe. Karim Zeribi, dans quelle mesure cette victoire agit-elle comme un marqueur d'unité nationale ici en Algérie, comme au sein de notre diaspora ? Il n'y a pas que notre diaspora. Permettez-moi de parler du peuple algérien dans sa globalité, les Algériens d'Algérie, les Algériens de l'extérieur. Je pense que le football est un sport qui est très populaire. C'est le sport le plus populaire en Algérie. D'ailleurs, c'est le sport le plus populaire au monde, mais en Algérie, c'est un sport qui est très populaire. C'est un marqueur identitaire très fort.
Je crois l'avoir dit dans une précédente émission, c'est aussi un sport qui a marqué l'histoire de l'Algérie, puisqu'il faut quand même rappeler que nous avions une équipe du FLN en pleine guerre d'Algérie, dont les principales stars, je pense à Rachid Mekloufi notamment, mais pas que, qui avaient quitté de manière un peu clandestine leur club, lui c'était Saint-Étienne à l'époque, pour aller jouer pour le FLN en faisant le tour du monde pour défendre la cause algérienne, la résistance algérienne dans cette guerre en 1958. 91 matchs avaient été faits par cette équipe du FLN. Et donc, les Algériens, si vous voulez, le football, c'est à la fois, je dirais, un élément historique très fort, un élément d'émancipation, un élément qui permet aussi de faire passer un message au monde. C'est un élément de fierté. C'est un élément identitaire très fort. Et puis, c'est un sport très populaire. Dès qu'on est gamin en Algérie, on commence à marcher, on nous met un ballon entre les jambes et on regarde si on est gaucher ou droitier pour pouvoir taper dans le ballon. Ça a été mon cas, comme ça a été le cas de millions d'enfants algériens. Donc voilà, on a fait une entrée dans cette CAN. Donc je regarde Riyad, parce que je pense qu'il a dû être très attentif à la manière dont nous sommes rentrés dans cette Coupe d'Afrique des Nations, avec une belle victoire. C'est jamais facile de rentrer dans une compétition de dimension internationale, que ce soit la CAN, la Coupe arabe, la Coupe du Monde, et l'Algérie a été vainqueur, 3-0 face au Soudan. Certes réduit à 10, mais avec 2 buts de Mahrez, dont beaucoup disaient oui, il est en fin de carrière. Quand on porte le maillot de l'équipe nationale, force est de constater qu'on retrouve de l'énergie, et une deuxième jeunesse, et une équipe qui est le reflet de cette communauté nationale algérienne, avec des Algériens d'Algérie, qui jouent dans le championnat algérien, mais aussi des Algériens de la diaspora. Et on voit bien. Qui ont fait le déplacement, beaucoup. Cette fusion des deux permet à l'Algérie d'être brillante. Donc, ce qui se passe en football, moi j'ai un rêve. J'espère que ça va se faire dans tous les domaines de la société algérienne. Que les Algériens d'Algérie et les Algériens de la diaspora, à un moment donné, vont s'unir, vont se réunir, vont s'associer, vont fusionner de manière très harmonieuse pour faire briller l'Algérie sur le toit du monde, dans toutes les disciplines. Là, en l'occurrence, il s'agit de football sur le toit de l'Afrique. Alors, on ne va pas analyser le match. Vous êtes un excellent chroniqueur foot, on le sait, puisque vous passez dans Cancho sur Al24 News, et vous êtes un excellent analyste, un ancien footballeur. Pas footballeur, même s'il il est en forme, mais il a joué au foot à un certain moment. Alors, vous parliez de cette fusion entre la diaspora et les supporters ici en Algérie. Il y a une image très forte lors du premier match, avant celui du Burkina Faso. C'est l'image d'une icône du football mondial d'origine algérienne. Algérien, on peut le dire, puisqu'il est venu regarder son fils, Lucas Zidane, jouer son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. C'est Zinedine Zidane qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux dans le monde entier. Karim, est-ce que cette séquence montre l'aura internationale du football algérien et des attentes qui entourent désormais cette sélection avec Zinedine Zidane qui est venu mettre un gros coup de projecteur sur la sélection nationale? Mais on n'a pas à hésiter de dire que Zinedine Zidane était un franco-algérien. Franco, certes, mais algérien avec certitude. De papa, de maman algérienne, de petite Kabylie. Son papa très attaché à son village d'origine, Zidane ayant fait aussi quelques actions très positives pour son village. Oui, aujourd'hui, dans les tribunes, on a vu toutes les télés mondiales, tous les médias à l'échelle de la planète avoir des yeux fixés sur ce spectateur dans les tribunes de ce stade pour soutenir l'Algérie. Bien sûr, soutenir l'Algérie et son fils. Son fils, qui est le gardien de but de l'équipe nationale, et qui d'ailleurs a fait un match excellent pour cette ouverture, bien que peu sollicité. Et la réalité, c'est que Zidane a renoué par son fils avec ses racines algériennes. Et même peut-être demain en devenant le potentiel sélectionneur de l'équipe de France. Mais il n'y a pas d'incompatibilité à tout ça. Je veux dire, son identité, c'est celle-là. Et son identité, en l'occurrence, il l'assume, puisqu'il était en famille avec ses autres enfants dans les tribunes pour soutenir l'Algérie. Et il sera certainement présent demain pour le second match. Donc, oui, c'est une réalité aujourd'hui qui fait que dans les icônes, on va dire, du sport mondial, on a des Algériens, soit qui jouent pour l'Algérie, soit qui jouent pour d'autres nations, mais qui sont Algériens. Et donc, on ne pourra pas nier cette réalité. Alors, je sais que ça en embête certains, de voir que Zidane est derrière l'équipe nationale d'Algérie. On aura peut-être aussi le droit à une visite de Kylian Mbappé dans les tribunes, dont la maman est algérienne, il faut le souligner.
Et qui sait, peut-être qu'on aura un Karim Benzema qui, d'ici la fin de la CAN, selon le parcours de notre équipe nationale, aura envie de faire le voyage aussi. Donc non, on a des joueurs fabuleux, algériens, d'origine algérienne, et tout ça, encore une fois, on sent que ça fusionne, que ça bouillonne. Et c'est l'Algérie qui est gagnante là-dedans. Il ne faut pas l'oublier. Et moi, je m'en réjouis. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais si vous ne l'avez pas, moi, je l'ai, la dernière question. Alors, vous êtes un analyste politique avisé. On va voir si vous êtes aussi avisé en foot. Votre pronostic pour la sélection algérienne dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Le pronostic pour la sélection, il n'est pas facile, Riyad, et vous savez pourquoi. D'abord parce qu'il faut qu'on sorte de cette poule. Il faut qu'on sorte de cette poule avec un match difficile contre le Burkina. Et il faut que l'Algérie puisse se qualifier en terminant première de cette poule pour rencontrer le second de la poule d'à côté. La poule du Sénégal. Et ensuite, éventuellement, retrouver le pays organisateur dans un match en demi très prometteur. Donc moi, je pense que l'Algérie peut aller au bout. Mais j'avais déjà fait un pronostic pour la Coupe arabe, qui malheureusement n'avait pas été fructueux. Je veux croire en cette équipe nationale, je veux croire en son potentiel. Peut-être que j'aimerais que sortir des poules, elle joue un peu plus offensif, parce que nous, Algériens, on a une capacité à jouer offensif, à jouer technique. On a des joueurs fabuleux, certains sont sur le banc là. Peut-être qu'en sortant des poules, le coach décidera d'être un peu plus audacieux dans le jeu. Parce que vous savez qu'en football, je le dis souvent, et je le dirai lorsque je commenterai des émissions de football, le plus important, ce n'est pas de ne pas prendre de but, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Et d'encaisser un de moins que l'adversaire aussi. Je pense que si on en marque un de plus, peu importe combien on en encaisse. Voilà, on pourra continuer comme ça indéfiniment, mais on se retrouvera avant les demi-finales et la finale, et on parlera, j'espère, encore de la sélection nationale. On l'espère, et c'est ainsi que s'achève ce dernier numéro de Face à Zeribi pour cette année 2025. Merci Karim, et merci à toi également Riyad. Merci Samira. Merci on se Karim. souhaitera la bonne année l'année prochaine, avec aussi Yener. Le 12 janvier, cette diversité culturelle algérienne qui fait notre force, fait qu'entre Algériens, que l'on soit berbère ou pas, on se souhaite toutes les bonnes années relativement à notre identité globale. Voilà, on gardera les vœux donc pour janvier. Très bien, merci Karim, merci Riyad encore une fois. Merci également à l'équipe technique qui veille et qui travaille dans l'ombre pour faire vivre cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre confiance, votre fidélité et votre engagement à nos côtés chaque semaine. Donc, on vous souhaite une fin d'année, une excellente fin d'année et une année 2026 pleine de réussite et de belles choses. Donc, Riyad, je te laisse finir aujourd'hui. Bon, moi, ça va être très court. Je souhaite le meilleur au peuple algérien, à vous Karim, à vous Samira, à ma famille. Allez, soyons un peu égoïstes pour une fin d'année, et puis à tout le peuple algérien, ici en Algérie et partout dans le monde. Il faut rassurer également, Riyad, peut-être nos téléspectateurs, on se donne rendez-vous l'année prochaine, c'est peut-être le dernier numéro, mais juste pour cette année 2025, on se donne rendez-vous pour l'année prochaine, toujours avec le même décryptage de vérité et le regard lucide de notre éditorialiste Karim Zeribi sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée à tous.